Bon. Bonsoir à toutes et à tous. La Bibliothèque Gulbenkian est ravie d'accueillir ce soir Paul Teixeira-Yumati pour une rencontre autour de la présentation de son livre Cantos de Guerra, Cantadores Negros e as disputas em torno do género do Marco, 1870-1930, paru aux éditions Alameda, que nous saluons chaleureusement. Nous vous remercions toutes et tous d'être là ce soir et ceux qui viennent de se connecter pour assister à cet événement auquel vous pouvez participer en posant vos questions sur le chat de la plateforme Zoom. Nous transmettrons vos questions à notre invité qui aura le plaisir de vous répondre. Cette présentation sera enregistrée et mise en ligne plus tard via le site de la Fondation Carlos de Gulbenkian, délégation en France, et via nos réseaux sociaux. Mais avant tout, une petite présentation de notre invité. Paul Teixeira-Yumati, qui beaucoup d'entre vous connaissent déjà, est professeur des universités à l'Université Sorbonne Nouvelle depuis 2019. Il y est responsable du programme de master études lusophones et co-dirige le centre de recherche sur les pays lusophones CREPAL. Parmi ses principales publications, on peut citer les livres História, Dialética e Diálogo com as Ciências, a gênese de formação do Brasil contemporâneo de Caio Prado Júnior, 1933-1942, édité chez Intermeios en 2018. Et Arte e Trabalho, aspectos de produção do livro em São Paulo, 1914-1945, édité chez UCITEC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, en 2016. Dans Cantos de Guerra, Paul Teixeira-Yumati propose une recherche approfondie sur le marco, un genre littéraire qui fait partie d'une tradition poétique de la littérature de cordel. Cette littérature de colportage apparue au Brésil dès le milieu du XIXe siècle. Plus spécifiquement, le marco s'inscrit dans l'oralité de pair avec les cantorias tout en s'inscrivant sous la forme de folhetos de cordel. La Bibliothèque Gulbenkian possède un fonds général en constante évolution d'environ 63 000 documents dédiés à la langue portugaise et aux études d'expression portugaise dans le domaine des sciences humaines et sociales. Elle regroupe de remarquables collections patrimoniales et un fonds de littérature de cordel d'environ 470 folhetos. Aujourd'hui, nous avons la chance de compter parmi nous le professeur Paul Teixeira-Yumati, qui va nous présenter son étude sur ce genre spécifique de la littérature de cordel, le marco, à qui je laisse d'ores et déjà la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup pour cette présentation. Tout d'abord, je dois remercier Cristina Costa, Isabel de Barros et à la Fondation Carlos Gulbenkian pour me donner l'opportunité de parler sur mon livre Cantos de Guerra, ce qui est pour moi un grand honneur. Donc, je vais commencer ma présentation. Originaire de la littérature des cordels brésilienne, le genre du marco actualise un topo antique de la poésie, de l'art comme monument pérenne. Il s'agit d'un genre qui se fonde sur l'affirmation défiante d'une excellence poétique insurpassable. Le genre du marco semble être né de l'environnement de la cantoria brésilienne de la seconde moitié du XIXe siècle, des défis entre chanteurs, cantadores, dont le noyau de base était l'improvisation. Il faut imaginer que nous sommes dans une société esclavagiste dans laquelle la propriété foncière et la domination patriarcale structurent toute la vie sociale et que dans ce contexte, il existe un espace ludique, symbolique et rituel occupé par les chanteurs. Ces chanteurs n'avaient pas un profil social homogène. Ils peuvent être des esclaves, des affranchis, des enfants bâtards, des élites, des blancs propriétaires de terres et d'esclaves, etc. Et en ce sens, l'espace de la cantoria
brésilienne est proche de celui des Tingsões du Portugal médiéval, dans lequel les troubadours et les jograis, qui avaient des positions sociales très différentes, chantaient ensemble dans des défis. Cependant, au Brésil, la différence sociale semble avoir été beaucoup plus importante, puisque la société était une société esclavagiste fondée sur la différence raciale, et en particulier entre les Noirs et les Blancs. Il convient également de noter que dans cette société, le fait d'être chanteur, cantador, était un signe de distinction. Et il y a même eu des cas d'esclaves qui ont gagné leur liberté en chantant. Dans ce contexte, le lieu d'origine des chanteurs est très important. En effet, les chanteurs sont fiers de leur lieu d'origine et de leur performance, même si beaucoup sont des esclaves et doivent demander ou avoir une sorte de permission pour se déplacer. Les chanteurs ont donc leur territoire. Et bien que le chant ne soit pas une simple compétition, ils s'affrontent toujours de certains thèmes en ayant toujours les défis de respecter les règles du chant. Règles de rime, de métrique, d'agilité, d'inventivité, d'interaction et d'empathie avec le public. Dans ce cadre, dans divers défis entre chanteurs enregistrés par notés par des folkloristes tels que Rodrigues de Carvalho, Leonardo Mota et Gustavo Barroso, ou dans des pelejas plus anciennes. Les pelejas sont un genre de la littérature de cordel dans lequel il y a des transcriptions imaginaires ou réelles de défis entre chanteurs ou poètes. Nous commençons à voir être utilisée une certaine métaphore du territoire des chanteurs comme leur propre domaine poétique. Et ce domaine poétique semble avoir été originellement imaginé et organisé avec les caractéristiques fondamentales de cette société, comme la délimitation d'une propriété, comme une limite territoriale. Bon, maintenant, je vais partager avec vous une présentation PowerPoint que j'ai préparée avec quelques images. Est-ce que vous la voyez bien? Je ne vois pas quelle est la page que je partage. Bon. Les dictionnaires les plus anciens de la langue portugaise, est-ce que c'est bien? Les dictionnaires les plus anciens de la langue portugaise font mention du mot marco dans le sens d'une pierre qui démarque la propriété ou la limite d'un territoire. En effet, dans le dictionnaire de Rafael Bluto, Vocabulaire portugais latino, de 1728, le mot marco identifie. Permettez-moi. Excusez-moi, professeur. Alors, je me permets, hop, nous allons partager un petit bout d'écran. Alors, c'est comme à la maison. Et hop, cette fois-ci, je pense que notre public voit. Il faut être indulgent. Après la pandémie, on reprend. Tout le monde voit. D'accord. Et maintenant, on descend et c'est bon. On descend, voilà, d'accord. Exactement, parfait. Merci. Merci. Donc, dans le dictionnaire de Bluto, le mot marco identifie un terme de monnaie, une pierre ou toute autre extrémité artificielle ou naturelle qui sert à séparer un champ d'un autre. Autrefois, il y avait deux variétés de marcos. Sur les unes était rédigé le nom du propriétaire. Les autres étaient de pierres nues
comme elles sont encore utilisées aujourd'hui et qu'on l'appelait lapidis muti. Donc, la citation continue. En ce qui concerne la démarcation territoriale des chanteurs, un passage dans Folheto de Cordel, la Peleja de João Canário et José Torres, citée par Mário de Andrade dans ses manuscrits, est assez significatif. Vous devez montrer un passeport. Vous ne me convoquez pas. Vous avez la permission de Canário. Ne pensez à chanter loi ici. Vous devez savoir que Sergipe m'appartient. Ici, la transformation métaphorique du lieu d'origine et de performance du chanteur en un domaine poétique qui ne peut être violé par un autre chanteur est tout à fait clair. Un autre exemple peut être observé dans la célèbre joute de Francisco Romano, un chanteur considéré comme blanc, avec Inácio da Catingueira, un chanteur noir et esclave. Voici. Voilà. Romano. Inácio, vous le reconnaissez, que je suis le roi des chanteurs. Pour chanter, je suis approuvé. Partout où je suis, pour prendre Catingueira, je peux dire que j'y vais. Inácio répond. Blanc, je vais vous donner un avis. Votre grâce, écoutez-moi. Si nous allons là-bas pour jouer, je ne vous offense peut-être pas. Pour prendre la Catingueira, vous pourriez le regretter. Or, il est possible d'observer qu'à partir de cette transformation, la métaphore qui se réfère à un domaine poétique finit par se transformer à son tour en une métaphore de la poésie elle-même et en particulier de la voix particulière d'un chanteur donné. Nous le voyons dans la joute entre Manuel Cabeceira et Manuel Caetano, qui est plutôt une joute entre, d'une part, un chanteur libre et considéré comme blanc, et d'autre part, de nouveau, un chanteur noir et esclave. Cabeceira va dire Monsieur Manuel Caetano, je suis Manuel Cabeceira, j'ai des hautes montagnes que personne ne monte sur la pente. Aujourd'hui, ici, vous verrez cela que vous le vouliez ou non. Tout le jeu du chant et de la poésie va tourner autour de la description des contours de ces hautes montagnes, de leurs merveilles et de leurs dangers. Ce qui concerne, dans un premier temps, leur capacité d'improvisation, c'est-à-dire la capacité d'improvisation des chanteurs, la voix individuelle d'un chanteur ou d'un poète donné, et sa puissance d'imagination. Dans quels paramètres s'inscrit l'expression de cette voix individuelle? Ici, nous commençons à parler des caractéristiques des défis et des joutes qui seront consolidés vers la même époque, ou peut-être un peu plus tard, comme caractéristique d'un genre spécifique de la littérature de Cordel, ou plutôt d'une sorte de sous-genre de la Peleja, le genre du Marco. Donc, voici les caractéristiques principales de ce genre. L'utilisation de la première personne du singulier. Le sujet poétique du Marco est toujours à la première personne. 2. L'utilisation de certaines images, forteresses, villes, lagunes, châteaux enchantés, etc. 3. Son caractère monumental. 4. L'utilisation d'hyperboles.
le marco est toujours quelque chose de magnifique, d'insurpassable, mais ces hyperboles peuvent aussi être destructrices. Donc, il y a des métaphores, des hyperboles positives, hein, pour ainsi dire, et des hyperboles négatives. Ainsi, par un mécanisme que nous ignorons, le marco qui a émergé dans les chants s'étend à la poésie, dans les folletos du cordão. Et lorsqu'il se trouve dans les folletos, dans le support matériel écrit, il se potentialise, il se libère du contexte de performance de la cantoria. Cela renforce son caractère monumental, car les poètes utilisent le temps de l'écriture pour élaborer soigneusement leurs marcos. Il faut donc noter que lorsqu'il est transporté à l'écrit, le marcos s'inscrit dans une autre logique qui n'est pas celle de la joute présentielle entre deux chanteurs, de la performance réelle. C'est la logique du monument destiné à perdurer non pas par la transmission de la mémoire, mais par sa permanence dans un support matériel, en l'occurrence le support écrit. On peut donc dire que l'émergence du genre du marco montre clairement, et peut-être comme aucun autre phénomène culturel, le passage de la logique de l'oralité à la logique de l'écriture, impliquant une dispute symbolique et sociale qui aboutit à l'émergence d'une œuvre d'art. Je vais l'expliquer. De cette manière, l'espace ludique du chant n'est plus le lieu rituel dans lequel le combat entre les chanteurs et les poètes aura lieu, car cet espace migre vers le support matériel. Ainsi, le jeu, la brincadeira, on peut dire, ou la dispute entre chanteurs et poètes devient celui de la construction d'un monument poétique insurpassable. Et dans ce contexte de dispute qui a pour modèle non seulement la littérature, mais aussi la technologie, et nous parlons d'une société qui connaît les trains, d'innombrables autres innovations technologiques, les poètes cherchent à être toujours plus inventifs. Le genre littéraire ainsi créé devient un terrain d'expérimentation au sein d'une littérature également fondée sous les signes de la tradition. Certes, tout cela n'annule pas le fait que le marco, en tant que métaphore de la poésie, et en particulier de la voix poétique d'un poète spécifique, dialogue avec un modèle très ancien de l'art et de la littérature, qui est l'art en tant que monument pérenne, en quelque sorte insurpassable, qui transcende la mort. Il dialogue donc avec le topo de l'exégé monumentum d'Horace, Ode 3. J'ai achevé un monument plus que les reins durables et plus que la royale vétusté des pyramides élevées, que ni les pluies dévoreuses, ni Aquilon effréné ne sauraient démolir, et ni le nombre incalculable des années enchaînées, et ni la fuite des instants, non entier, je ne mourrai, une grande partie de moi, etc., etc.
Cependant, le marque est plus que la reproduction de cette topique. Il est plus que la reproduction d'un modèle d'art et de littérature qui circule dans la société, car il est un genre littéraire spécifique. Et nous ne devons pas oublier qu'il naît dans une littérature qui n'est même pas nommée, au moins jusqu'aux années 1950, comme littérature. Les folletos du Cordel sont nommés entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle comme des folletos, des folletis, des ABC, mais pas comme de la littérature. Literatura de cordel est le terme utilisé au Portugal. Ce terme n'a commencé à être employé au Brésil que dans les années 1950 à l'initiative des chercheurs. En fait, la littérature de cordel constitue un espace subalterne dans le contexte de la culture brésilienne, auquel se consacrent à cette époque au maximum les folkloristes. Il est alors très curieux de constater que c'est dans cet espace subalterne que se déroule ce jeu avec la création poétique, avec la construction des monuments pérennes, car il est dans la logique du marco que chaque poète cherche à dépasser tous les précédents, bien que parfois avec une touche d'humour. Ainsi, nous pouvons peut-être même noter que les poètes ont fini par considérer les marcos comme leur chef-d'œuvre. Je vais vous donner ici quelques exemples de folletos, de marcos. Vous voyez ici la couverture du marco de João Martins d'Ataíde. C'est un marco qui prend parfois, le marco d'une manière générale prend parfois la forme d'une synthèse de la nature, de la science et de la sagesse, comme c'est le cas du marco do Meio Mundo de João Martins de Ataíde, qui est une sorte de forteresse en bois construite dans l'espace du septentre de l'intérieur des États du nord du Brésil, du nord-est du Brésil, si bien qu'ils ne sont pas désignés nommés cet espace n'est pas nommé à cette époque comme en tant que nord-est, avec des lagunes enchantées, des défenses insurmontables, des merveilles technologiques, etc. Bien qu'il ne soit pas le premier marco à avoir été publié, le marco do Meio Mundo est une grande référence pour les chanteurs et les poètes de la première moitié du XXe siècle. Peut-être parce qu'il s'agit d'un marco construit en bois et donc facile à détruire. En fait, chaque marco construit le défi d'être indestructible. Et un marco en bois peut être cassé, percé, brûlé et enfin vaincu de diverses manières. Ici, nous voyons la première page du marco d'Ataïde. Je vais vous raconter une histoire pour ceux qui veulent faire attention d'un marco que j'ai construit au centre de mon septentre, sur le désert d'une région vide, d'une région sauvage, pour diviser mon terrain, pour séparer mon quartier. Je suis allé chercher un bâton dans les bois au bord de la mer. J'ai passé 1 an et 6 mois pour trouver ce bâton. J'ai eu un travail fou, puisque j'ai passé une autre année pour faire tomber ce bâton. Par 300 charpentiers, ce bâton a été renversé, etc., etc., etc. Donc,
le début d'un chemin d'hyperbole qui ne s'arrête pas. Un autre marque très important est celui publié par Leandro Gomes de Barros, le grand poète, le plus grand poète de la littérature de cordel brésilienne, de la première moitié du XXe siècle. Et Leandro a construit son marque au fond de la mer, à partir d'une pierre gigantesque qu'il a trouvée près de la cordillère des Andes, après l'avoir recherchée dans le monde entier. De manière significative, et parmi d'autres merveilles, le poète donnera à cette pierre la forme à la fois d'une pyramide et d'un fuseau de presse. Une image qui correspond précisément à la transformation subie par la poésie, du chant au support matériel des pamphlets écrits, des folletos. Le fait que son monument soit fixé au fond de la mer, s'élevant à plusieurs kilomètres de la surface de l'eau, est très révélateur d'une intention de surpasser en termes de création tout ce qui était fait dans le terrain de la littérature de cordel, du genre du mar, puisque l'espace de la poésie populaire par excellence était l'intérieur du pays, plus précisément, comme on l'a vu dans les marques d'Ataïde, l'espace du certain, les actes opposés de l'océan. Donc, vous voyez ici la première page du marque de Leandro Gomes de Barros. Le nom de Ataïde apparaît sur cette page parce qu'il était un propriétaire de la maison, d'une maison d'édition très, très importante. Et le marque de Leandro Gomes de Barros dit « J'ai construit un marque pour que personne ne le démolisse. Et s'il y en a un qui est têtu, qui vient pour essayer, vous verrez que je n'ai jamais rien fait pour qu'un homme de montagne. » Le marque du vieux Barros est une œuvre inconnue parce qu'au fond de la mer, la pierre a été choisie, l'objet majeur que l'homme a vu dans cette nuit. Donc, cette intention de construire un monument pérenne est bien évidente. Et aussi la rupture avec la tradition, hein, c'est une œuvre inconnue, c'est une chose nouvelle. Donc, c'est un terrain d'expérimentation, vraiment. Le marque a également pris la forme d'une ville fantastique et utopique avec des dangers et des merveilles, comme dans le cas de O Castelo da Flor Mimosa de Manuel Vieira do Paraíso. Et le genre a pris aussi un caractère essentiellement guerrier dans le cas du marque O Forte Pernambucano du poète Severino Milanês, écrit non par hasard à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Un marque qui a été considéré comme un chèque est le marque Pernambucano. Et nous avons là le marque Pernambucano du poète João Ferreira de Lima. Ce marque a été entièrement constitué d'énigmes et de charades, de manière si hermétique et énigmatique qu'il semble avoir perdu la possibilité de communication avec le public. Son marque est ainsi devenu une œuvre incompréhensible. Une autre œuvre notable, c'est le marco paraibano
de José Adão, d'un autre poète, José Adão, publié à la fin des années 1900, publié aux années 1920. Dans ce cas, le poète a adopté une stratégie centrée sur l'hyperbole et la taille même du poème qui a été structurée comme une œuvre de plus de 550 strophes et a dû être publié en 4 volumes, 4 fascicules. Ce fait est tout à fait significatif car il démontre le caractère expérimental du Marco, qui parfois menace de briser ou de dépasser les contours même de la littérature de Cordel. Comme nous le savons, les folletos ont une limite très rigide de pages au-delà de laquelle ils ne peuvent plus être considérés comme des folletos, mais comme des livres. Ce qui rend leur portée non viable en termes financiers et des publics. Une observation, vous pouvez retrouver la plupart de ces Marcos dans un recueil publié au début des années 1980, intitulé Marcos e Vantagens, publié par Attila Almeida et José Alves Sobrinho. Dans la plupart des cas, la description des merveilles du Marco a un caractère utopique. Le monde décrit dans le Marco est si paradisiaque qu'on ne peut s'empêcher de le contraster avec la dure réalité du nord du Brésil, composée par l'exploitation des travailleurs ruraux, par les inégalités sociales et raciales, etc. Pardon. Nous pouvons donc dire que nous avons une poésie avec une dimension utopique claire qui aspire à l'éternité de l'art monumental et de la grande littérature, produite dans un espace subalterne qui n'est même pas considéré comme capable de produire de la littérature. Le Marco, dans son caractère métapoétique, finit par être quelque chose de très ouvert, qui peut acquérir de nombreuses significations. Les Marcos ont été écrits au départ uniquement dans le domaine de la littérature de Cordel jusqu'aux années 1970. Dans cette décennie, nous avons eu un événement très important, à savoir l'écriture d'un Marco qui quitte le terrain de la littérature de Cordel et prend une autre forme, sur un autre support matériel, le livre. Je me réfère évidemment aux romances de Pedra do Reino, de l'écrivain Ariano Suassuna. Suassuna s'approprie le genre du Marco pour réfléchir à la possibilité de créer une œuvre littéraire monumentale qui serait en même temps l'affirmation d'une identité régionale et nationale. Donc ce livre, Romance da Pedra do Reino, peut être considéré comme un Marco. Après Ariano Suassuna, déjà dans les années, dans les décennies suivantes, le Marco fera l'objet d'autres lectures, dont celle d'Antônio Nóbrega dans son Marco do Meio-Dia, son spectacle théâtral, comme utopie d'une société brésilienne métissée qui incorpore socialement et culturellement tous les groupes sociaux et raciaux dans son intégrité et son altérité, et en particulier les groupes opprimés ou décimés, comme les populations africaines et indigènes. Ces dernières années, je me suis consacré à identifier les Marcos interprétés ou créés par les chanteurs et poètes noirs à partir de la fin du 19e siècle. Mais
ce n'était pas mon intention initiale quand j'ai commencé à étudier la littérature de Cordeiro. L'utilisation de la topique, du topo, du marque par les chanteurs noirs dans les cantories, comme en témoignent les défis reproduits dans les ouvrages de folkloristes et l'existence de marques enregistrées ou même écrits par des chanteurs et poètes noirs tels que Severino Perigo et Joaquim Francisco Santana, est un élément que j'ai découvert au cours de mes recherches et qui n'était pas initialement dans mon horizon d'études. En explorant cette voie, j'ai toutefois fini par découvrir que entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, le marco a pris le sens d'une sorte de quilombo imaginaire, un territoire allégorique de liberté absolue dans lequel certains chanteurs et poètes tels que Manuel Caetano, Inácio da Catingueira, Severino Perigo et Joaquim Francisco Santana pouvaient lutter contre le racisme et affirmer un territoire d'excellence insurpassable. Au début du XXe siècle, les chanteurs noirs ont trouvé un espace de chant très imprégné de racisme. La littérature de Cordeiro de cette époque nous montre même un processus de construction d'une diabolisation, un processus de diabolisation des Noirs et de leurs manifestations culturelles. Dans les Péléges, par exemple, il est très courant que le diable se présente comme un chanteur noir. En outre, nous avons remarqué que les chanteurs blancs entre guillemets, utilisaient fréquemment un comportement basé sur l'insiste une stratégie basée sur l'insulte raciste et la mémoire de l'esclavage comme une stratégie, comme un moyen principal face aux chanteurs noirs. Et ils l'ont fait de telle manière que les chanteurs et poètes noirs ont été sinon expulsés, du moins découragés de participer à l'espace ludique, rituel et symbolique de la cantoria. Cette question, cette présence de racisme n'est pas certes une dynamique spécifique de la cantoria ou de la littérature de Cordeiro, étant donné que cette dynamique était imprégnée dans toute la société. L'exclusion des Noirs, des femmes, des indigènes s'est produite de manière institutionnelle à partir de l'abolition de l'esclavage. L'ensemble des institutions ont promu et travaillé pour cette exclusion. Dans ce contexte, il est fascinant de suivre comment certains chanteurs noirs ont utilisé le marque pour s'affirmer, pour protéger symboliquement leur corps, pour se valoriser, pour construire un espace de liberté, de propriété et même de domination imaginaire et réelle, car s'affirmer en tant que chanteur ou poète, c'était aussi pouvoir survivre de son art, et même dans certains cas, de s'acheter la liberté. J'ai cherché à voir des échos de l'utilisation du marque par des chanteurs esclaves comme Manuel Caetano et Inácio da Catingueira, en plus d'analyser les marques des chanteurs noirs déjà dans le contexte de l'après-abolition, comme Severino Perigo et Joaquim Francisco Santana. Donc, je ne pourrais pas analyser ces foulées tous dans cette présentation, mais je peux
vous montrer quelques images que j'ai demandé à une étudiante, Malina Janous, de faire à partir que c'est une sorte de d'illustration des images poétiques présentes dans les marques. Dans le cas, en l'occurrence ici, le marque de Severino Pelligo avec en géant, avec des ingénieurs, avec des dangers, avec un Pelourinho au centre. Ici, vous pouvez voir un marque qui a la représentation dans l'illustration d'un marque qui a été créé par un autre chanteur, par Joaquin Francis, par un autre poète très important qui est décédé en 1917, si je ne me trompe pas. C'est un marque très intéressant parce qu'il a été, c'est pour ainsi dire un marque diabolique. Il y a la présence du diable et surtout des dangers, des menaces pour les autres poètes et les autres chanteurs. Et le poète même, lui-même, Joaquin Francisco, semble avoir regretté un peu ses côtés trop diaboliques. Il semble avoir écrit un autre Marco avec d'autres caractéristiques, par exemple la présence d'une maison de charité, une maison religieuse au centre. Donc voilà, et c'est le travail que je fais, que je voulais présenter, et je termine ici ma présentation en vous remerciant de nouveau. Juste arrêter. Vous avez une icône pour vous. Arrêtez. La présentation. Merci beaucoup pour cette présentation très riche sur un genre littéraire qui, je dois avouer, m'était méconnu. Donc, votre étude, voilà, je pense qu'on va voir s'il y a des questions. S'il n'y a pas encore de questions, moi, j'en ai une déjà à vous poser. La première est toujours très difficile auprès du public. Donc, votre étude propose de façon exemplaire une relecture de toute une époque. Avant l'apparition du cordel, il existait des formes d'expression poétique strictement orales qui prenaient leur source chez les paysans du Sertão et qui se sont développées avec les contadores du 19e. Ces chanteurs, comme on a vu, sont souvent des anciens esclaves qui exerçaient leur talent lors des festivités ou alors dans d'autres situations, et ils devinrent peu à peu des artistes connus. Donc, comment avez-vous procédé à la sélection, au classement de ces cantadores, chanteurs pour votre étude? Bon, j'ai lu les répertoires disponibles, les recueils de folkloristes. Il y en a quelques. Je les ai lus systématiquement et j'ai constaté la présence de la topique du marque dans les principales, pillages, les principaux défis. Et donc, j'ai choisi, ce n'est pas tellement difficile de choisir ce matériel. Et
à la fin, j'ai essayé d'écrire à peu près un chapitre sur chaque chanteur. Et c'est pas, il y en a beaucoup d'autres chanteurs qui ne mentionnent pas le Marquois, mais je pense qu'il faut aller un peu au-delà de lacunes de la documentation. Et je pense avoir découvert un univers qui peut-être pourrait être plus vaste que ce que j'ai recherché. Et donc, j'ai vu que dans votre livre, vous parlez d'une femme, Francisca Barroso, Ochica Barroso. Donc, oui. Donc on connaît les légendes fondatrices de la cantorie qui met en scène le chanteur Inácio de Cantingueira, parce qu'il va inaugurer le thème du racisme dans la cantorie. Mais cette figure de cette femme, alors pourriez-vous revenir un peu sur la place de la femme dans le Marco? Oui, donc cette question est une question très, très importante parce que la place des femmes a été silencée, est restée en silence pendant plusieurs décennies, presque en siècle. Et cette place vient d'être beaucoup plus mise en évidence par les recherches les plus récentes, par exemple, par le livre, un catalogue qui a été publié, je pense que cette année ou l'année dernière, par Francisca Pereira dos Santos, Franca Santos, non? Et Chica Barroso est une chanteuse dont nous avons très peu de registres, mais dans le registre sont très peu de références, mais ces références sont très significatives d'une femme qui était très affirmative, que c'est valorisé face aux hommes qui était aussi une femme métissée, une femme noire. Et j'ai perçu, ce cas est fascinant. Je ne me suis pas trop penché là-dessus parce que je n'avais pas beaucoup d'autres éléments, mais il s'avère que le défi qui est le plus connu entre Chica Barroso et un autre chanteur, c'est le défi entre Chica Barroso et Neco Martins, qui est un chanteur blanc et propriétaire foncière très important du Ceará. C'est un défi. Pourquoi c'est un défi très significatif? Parce que Neco Martins, il est vu comme l'un des précurseurs du genre du Marco. Donc, je vois dans et les hyperboles qui sont utilisées, par les deux par Chica Barroso et Neco Martins sont des hyperboles très destructrices, hein, très pénibles, des images terribles et qui se terminent par une sorte de victoire ou une suggestion de victoire
par Neco Martins. Donc, et en plus, il y a la question du déplacement. Hein. Il n'était pas usuel pour un poète de se déplacer vers le Ceará à la fin du 19e siècle, de Paraíba au Ceará pour chanter. Et Chica Barroso l'a fait. Donc, j'ai un peu imaginé ce défi et la possibilité d'utilisation de la topique du marque dans ce défi. Mais je ne me concentre pas trop. Je dédie 2 ou 3 pages à ce sujet parce que il me manque de références. En plus, j'ai une étudiante qui fait de recherche là-dessus, donc je laisse la parole à cette jeune chercheuse. Mais c'est bien, il y a quand même une place pour la femme dans le Oui, mal. bien sûr. C'est très important. Je crois. Alors, on a déjà 2 questions là, de nos internautes, on va dire comme ça. J'en ai une de Reise France Bastos qui nous dit « Bonsoir Paul, merci pour ce magnifique travail. Je suis très heureuse d'avoir assisté à cette conférence. Est-ce que vous pouvez parler de la musique du mal lorsqu'il était chanté? Est-ce qu'ils utilisent les mélodies traditionnelles des autres genres de la cantoria ou bien y a-t-il une différence? » Ah, deuxième question encore. Le genre était-il spécifiquement lié au cantador noir ou bien c'était seulement l'origine du mal? Et troisième question, où peut-on acheter votre livre en France? Merci Reine, merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir comme public ici. Hein. Bon, la musique, oui, tout indique que le Marcus était chanté. Hein. Si je n'ai pas montré, je voudrais revenir sur non, je ne vais pas revenir. Donc, c'est déjà passé. Bon. Mais le titre, le sous-titre du Marco Paraibano de José Adão, c'est pièce à être chantée avec à la guitare, quelque chose comme ça. Mais c'est justement, cela fait partie des hyperboles peut-être ironiques, avec une touche ironique de la part du poète. Parce que comment chanter à la guitare un poème de 555 strophes? Parce que le genre du Marco est justement au cheval de l'oralité et de l'écriture. Et donc, je pense que si nous n'avons pas d'enregistrement pour cette période de la fin du 19e siècle, mais il y a quelques références au fait au chant. C'est tout que nous pouvons dire. Mais il y a quand même, et c'est très significatif, hein, il y a quand même un enregistrement par un grand cantador, un grand chanteur, azulão, du Marco brasileiro, de Leandro Gomes de Barros. C'est un enregistrement en LP daté de 1975. Un très beau,
c'est très joli. Hein. C'est vraiment un chef-d'œuvre à la hauteur du Marco du Leandro. Et quelques décennies, 2 décennies plus tard, en baillant, une cellule rythmique mélodique qui est jouée à la guitare par Azulan et a été repris par Lénine dans sa chanson O Marco Marciano, qui est dans le CD O Dia em que Faremos Contato. Donc, c'est un album qui est sorti aux années 1990. Donc, il y a, et le Marco do Meio-Dia de Antonio Nóbrega a chanté aussi. Hein. Il y a le CD, il y a un album. Et bon, et par rapport, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais si les Marcos ont été exclusivement chantés par les... Non, pas du tout. Cette histoire du Marco chanté, du rapport entre la question raciale et l'émergence du genre du Marco a été effacée, en fait. A été effacée, complètement effacée. Donc, Leandro Gomes de Barros, qui est l'auteur peut-être du principal Marco, qui est rappelé, qui est cultivé par par des générations, qui a été cultivé par des générations des poètes. Leandro Gomes de Barros était blanc. Et ainsi que, tout indique, beaucoup d'autres poètes. Et donc, j'ai vraiment choisi cette ligne pour montrer que à l'origine du genre, et autour des défis, autour de l'espace rituel du chant, il y avait cette dispute et cette question raciale qui a beaucoup contribué, je crois, à l'émergence au surgissement du genre. Et la dernière question, pardon, je n'ai pas noté la dernière question, pourriez-vous la répéter? Alors, c'est où est-ce qu'on peut acheter votre livre? Ah, moi, le livre. Sur le site de Amazon, je crois. Et je peux vous donner comme cadeau. Hein. Je vais donner un exemplaire à la bibliothèque Gulbenkian et je peux vous donner un autre après. C'est très gentil. Alors, merci. Je ne sais pas s'il y a autre question. Alors, attendez, je regarde. Donc, Reisen dit merci beaucoup, Paul. J'ai hâte d'entendre cet enregistrement de Zoulan. Merci aussi pour la réponse sur la question raciale dans le genre du Marco. Je demandais justement parce qu'il y avait Leandro dans les auteurs. Merci pour le cadeau. Voilà. Donc. Merci. Alors, moi, j'ai encore une question. D'accord. Si on a le temps. Donc, c'est par rapport aux illustrations des couvertures, des livrets. Quand on regarde la littérature de Coudert, elles sont très charmantes avec des images des Cyrus, des anges, des démons, des animaux. D'ailleurs, vous l'avez montré un peu vers la fin. Donc, c'est une façon aussi pour des poètes de prolonger d'une certaine façon leur récit, de nourrir un peu l'intrigue de l'histoire. Et la date de la première illustration serait de quand?
Non, c'est une illustration qui Non, a non, été faite il y a quelques années par une étudiante. non, c'est pas ça. C'est de quand date la première illustration dans le cours d'elle? Ah, de manière générale. Hmm. Au début des années... euh, au début du XXe siècle, les couvertures de folletos étaient des couvertures qu'on dit typographiques, hein, juste avec les titres, les informations paratextuelles de auteur, etc. Date, parfois il n'y avait pas de date. Et à partir des clichés, de l'utilisation des clichés de la presse, parce que les folletos étaient imprimés dans d'autres entreprises d'impression qui imprimaient d'autres publications. À partir de l'utilisation des clichés, on a commencé à utiliser quelques images, hein, qui étaient des images de publicité, par exemple. Ce n'étaient pas des images qui étaient créées exclusivement pour être utilisées par la littérature de Courtnell. Après ça, avec l'extension du phénomène qui a pris le phénomène de la littérature de Courtnell, les maisons d'édition, spécialement la maison de Ataïde, hein, de Jean-Martin Ataïde, a commencé à engager des illustrateurs, mais qui n'utilisaient pas la gravure en bois. Ils utilisaient la zincogravure. La zincogravure, c'est une autre technique. Donc, je pense que l'utilisation plus massive des illustrations a commencé aux années 1920 environ, 1910-1920. Et ensuite, suite à ce début, il y a eu beaucoup de facteurs qui expliquent la postérieure utilisation plus importante de la gravure en bois. Et on peut même dire que c'est devenu un art indépendant après, plus tard, dans les années 50, plus tard, la xylographie. Pardon? La xylographie est devenue un art indépendant dans les années 50. Oui, bien sûr, bien sûr. On parlait bien d'un processus très intéressant, très complexe, qui va interagir avec l'intérêt soulevé par l'art populaire, par l'art régional, de la part des chercheurs, des collectionneurs, des marchands. Donc, il y a une interaction très intéressante. Et il y a des chercheurs qui ont fait des études extraordinaires là-dessus. Par exemple, Everard Brun, d'autres, Luli Hatta. Très bien. Bon, mais je ne vois pas d'autres questions. Je pense que aussi, c'est dommage, le temps passe. Donc, je pense qu'on va terminer. Voilà. Donc, nous vous remercions encore une fois d'être venu parler de votre livre qui est très, très, très intéressant. Et nous vous remercions tous pour votre participation, les questions, ainsi que notre collègue Isabelle Dubarge. Et nous vous annonçons que la bibliothèque se prépare à accueillir un nouveau cycle de conférences intitulé « Les nouveaux carrefours de l'information » qui aura lieu le mercredi 1er décembre à 18h30 via Zoom toujours.
Donc, la Bibliothèque Gulbenkian à Paris, dans ses nouvelles installations, au cœur de la Cité internationale universitaire de Paris, à la Maison du Portugal, reste ouverte pour vous accueillir de lundi au vendredi, de 10h à 17h. Et suivez donc notre actualité sur nos réseaux sociaux. Merci à tous et merci encore, professeur Pauliuma Teixeira. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à la bibliothèque. Merci beaucoup.